bienvenue dans cette toute nouvelle aventure de votre émission Téléculture. Téléculture, c'est bien sûr votre émission de la chaîne Ibiz TV qui vous plonge dans l'univers de la culture et de la littérature. Et aujourd'hui, nous nous emmenons dans ce nouveau numéro, on vous amène à la découverte d'un jeune écrivain du nom de Rabelais Maouillon Pétiekou qui a sorti un ouvrage, voilà, un recueil de nouvelles intitulé Wanilo. Wanilo, pour ceux qui le savent déjà, c'est le fils de l'un des rois de Dahomey que nous allons découvrir sur ce plateau tout de suite. Et il faut le dire, le 10 décembre dernier, c'était la commémoration du 117e anniversaire de décès. Voilà, on commémorait le décès du roi Béranzin. Voilà, Béranzin, le roi du Dahomey, francisé Dahomey. Alors, on s'est dit que sur ce plateau, pourquoi pas, on n'en profite pas pour rendre un hommage vivant au roi Béranzin. C'est même quand même mérité, n'est-ce pas, Ibrahim Adamou qui va m'accompagner dans cette émission. Ibrahim Adamou, bonjour. Bien, bonjour Arim Lassissi, bonjour chers téléspectateurs. J'espère que vous vous portez très bien. Alors, ils vont très bien, et vous-même. Je vais très bien, parce qu'il y a assez de soleil dans votre habillement. Et bien, merci beaucoup. Comme d'ailleurs. Alors, sur ce numéro, on va découvrir qui est Rabelais Maouillon Pétiekou, l'écrivain que nous allons découvrir aujourd'hui. Voilà. Et on va profiter de cet ouvrage pour parler quand même du roi Béranzin. Donc, comme je le disais, ça veut dire que cette émission serait un peu décousue. Nous avons l'habitude de passer par la rubrique qu'on a dénommée rubrique mots ou expression du jour. Aujourd'hui, cette rubrique va servir à cela. On va rendre hommage au roi Béranzin. J'espère qu'on va réussir, madame. Merci beaucoup, Arim Lassissi. On se donne quand même le défi de le réussir. Voilà. Parce que c'est Béranzin, quand même, c'est pas n'importe quel roi, voilà. Quel roi du Dahomey. Béranzin, déjà, c'est pas facile aussi de le présenter parce que on peut dire que tout le monde le connaît Béranzin. Au-delà même de son Dahomey natal, de son Dahomey natal, au-delà même des frontières de l'actuel Bénin, Béranzin est connu. Je dirais même que c'est le plus illustre roi du Dahomey. Parce que c'est celui-là qui a mené la lutte anticoloniale contre l'envahisseur français. Béranzin, c'est le fils du roi Bélin. Roi Bélin qui a régné pendant une quarantaine d'années et qui a amorcé la lutte contre l'envahissement colonial, contre les envahisseurs français. Mais il était déjà fatigué par l'âge et vers la fin de son règne, c'est Béranzin qui va lui succéder. De façon un peu officieuse parce qu'il était le Vidaro. Donc Glélé étant déjà affaibli, donc c'est le jeune Vidaro sous le nom de Kondo de Bréquin, qui va prendre donc, les rênes de la lutte anticoloniale et qui va lutter jusqu'au décès donc, de son père. Et au décès de son père, il lui succède au trône et il va continuer donc, la lutte anticoloniale pendant les 4 années que vont durer son règne. Son règne dure 4 ans. On parle de 1890. De 1890 à 1894. Nous voyons très bien que c'est un règne très court, 4 années, mais quand même significatif. Également, il faut noter que dans les 4 années, il ne règne dans les faits que pendant 2 ans. Parce qu'après 2 ans de règne, il sera les troupes du général Dodds, donc de l'envahisseur colonial, vont assiéger donc, le palais d'Abomey et il sera obligé donc de prendre la fuite, si on peut le dire ainsi, de prendre la fuite. Il sera obligé d'être en cavale pendant 2 années avant de se rendre à Chéribé, dans la forêt d'Achéribé, voilà. Avant de finir par se rendre, parce que touché par les souffrances que faisaient subir donc, les troupes coloniales aux habitants donc, qui sont restés à Abomey, tout ça, il finira donc par se rendre, par négocier sa reddition et donc par se rendre après avoir prononcé un discours mémorable, un discours
que Jean Pilla a d'ailleurs vulgarisé à travers la pièce de théâtre qui a remporté surtout le prix ouest-africain du théâtre, qui lui rend hommage, à savoir donc la pièce de théâtre Congo de le requin. Donc Béhanzin, on peut dire son règne a été court, mais pourquoi est-ce qu'il est le plus connu aujourd'hui parmi tous les rois du Dahomey? C'est parce que son règne est advenu à un moment critique de l'histoire même de tout le continent africain, de l'histoire de tous les peuples africains. Et cette histoire, c'est l'histoire donc de la colonisation. Il représente aussi, il incarne aujourd'hui donc la lutte anticoloniale parce qu'il a dit non à la colonisation, parce qu'il a préféré lutter au lieu de se rendre du premier coup. Il a préféré lutter. Il a préféré bouter, essayer quand même de bouter l'envahisseur hors du territoire national, mais il n'y est quand même pas parvenu. Certes, il n'y est pas parvenu, mais quand même son courage mérite d'être salué, parce que tout le monde n'a pas eu ce courage de prendre les armes contre l'envahisseur. D'ailleurs, même 2 ans après la lutte, quand il sera en cavale, il y a un de ses frères qui va lui succéder au trône. Celui-là qui ne partageait pas les mêmes... Je crois que c'est Goutili ou... Oui, Goutili, qui va prendre le nom de règne de Agoliago, donc qui va lui succéder. On voyait donc déjà qu'il y avait des guerres, des mésententes intestines, déjà même au sein donc, du royaume. Tout le monde n'était pas pour la guerre contre l'envahisseur, mais Béhanzin a quand même pris le risque de mener cette lutte-là, et c'est vraiment à saluer. Alors, c'est vraiment un parcours peut-être court, mais très significatif, comme je le disais à l'entame de cette émission. Et vous l'aurez remarqué, nous parlons du roi Béhanzin Baïdre. Ici, vous me permettez, j'ajoute que le roi, après sa reddition, va connaître l'exil politique. Il sera déporté pour la Martinique. Voilà. Et de la Martinique, ayant des difficultés d'acclimatation, donc étant souvent malade. Il faut dire, après 12 années de détention, oui, on va le ramener dans le climat africain, mais pas dans le climat quand même sub-équatorial. On va l'amener en Algérie. En Algérie, il va rejoindre ses aïeux le 10 décembre 1906 à Ablida, où il sera enterré d'ailleurs. Mais puisqu'il a eu un fils également qui respecte la mémoire de son père, un fils lettré qu'on va découvrir par la suite dans cette émission, on ne va pas trop en dire. Donc ce fils-là va lutter. Donc pourquoi on ramène ses cendres au Bénin? Donc ces cendres ont été ramenées par la suite donc, au Bénin. On va découvrir par la suite ce qu'il est advenu. Voilà. Donc merci à vous Ibrahim Adamou pour ce crochet historique. On va à la régie et on revient, on va parler avec notre échange, notre entretien avec l'écrivain du jour, c'est bien sûr Rabelais Marouillon Pétikou. On revient après ceci. Retour en plateau, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité. Chers internautes, je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes sur le plateau de Téléculture et aujourd'hui nous avons rendu hommage, nous avons essayé de rendre hommage au roi Béhanzin et parce que, à juste titre, l'écrivain que nous nous apprêtons à recevoir aujourd'hui sur ce plateau a écrit ceci, Wanilo, qui est un de fils de roi Béhanzin. Alors, donc, sans plus tarder, on y va sans protocole. Ibrahim Adamou, présentez-nous votre invité. Merci beaucoup, Arine Nassissi. Comme toujours, nous avons le plaisir, chers téléspectateurs, de recevoir pour vous et pour nous également Rabelais Marouillon Pétikou, qui est un jeune auteur et dont l'ouvrage a remporté le prix PICRA 2022, qui lui a d'ailleurs permis d'éditer son œuvre qu'il publie en hommage à Wanilo. Alors, bienvenue sur notre plateau, Monsieur Pétikou. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi. Bien, merci beaucoup.
Et la toute première question que je vais vous poser, c'est quelles sont vos sources d'inspiration? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour la rédaction, l'écriture de cet ouvrage? D'accord. Bon, je pourrais dire que les sources d'inspiration sont diverses. Il y en a beaucoup. On tire source des faits qu'on vit, des faits vécus par des amis, et aussi de l'histoire. Parce que je devrais dire que ce recueil, bon, d'abord, il y a plusieurs nouvelles dans le livre. 6 nouvelles. 6 nouvelles précisément, voilà. Et ces 6 nouvelles parlent tous de différents faits. Principalement, bon, bien vrai, la nouvelle principale s'axe sur Wanilo, mais d'autres nouvelles tirent leur source des faits que peut-être j'ai eu à vivre, ou des personnes que j'ai eu à connaître ont eu à vivre, ou des faits entendus. Voilà, donc l'inspiration a diverses sources. Et aussi un élément fort, c'est tout ce qu'on voit, les films, les livres aussi que je lis. Alors, parlons justement d'inspiration. Moi, j'ai quand même une question. Pourquoi Vanilo? Pourquoi vous faites vous voulez parler de Vanilo? Pourquoi se crocher dans l'histoire? Pourquoi Vanilo? Pourquoi pas, par exemple, le fils du roi Guézo, ou roi Guélélé, qui est le papa, je l'appelle, le roi Béranger? Pourquoi Vanilo? Bon, je dirais que Wanilo, parce que c'est un personnage qui m'a, bon, je ne vais pas dire un personnage, mais il m'a beaucoup marqué, je vais dire. Voilà. Wanilo ou le roi lui-même? Wanilo, Le prince. Wanilo. Et aussi le roi. Bon, bien vrai, il y a d'abord le roi Béanzin. Après, il y a eu son fils. Donc, j'avais découvert plus ou moins, parce que moi-même, je suis d'Abomey, on va dire. Bon, j'ai une source. Ok. Voilà. Donc, j'avais entendu l'histoire De Wanilo. de Wanilo. Et cela m'a beaucoup marqué, parce que je connaissais déjà le roi Béanzin, j'avais eu à faire des recherches sur lui, à me documenter beaucoup sur le roi Béanzin un peu. Et j'avais entendu parler de son fils qui est décédé, juste de retour. Bon, après avoir appris la dépouille du roi Béanzin qui avait été laissé en Occident, Abdida, je vais dire, voilà, et en Afrique bien sûr, Abdida, il a décidé de mener toutes les démarches administratives pour que le corps soit rapatrié. Donc, déterminé, il a fait tout pour que le corps soit rapatrié vraiment. Lui-même, il était un avocat, le premier avocat au barreau de France, je vais dire. Donc, tout cela, tous ces éléments. Premier avocat noir. Le premier avocat noir, excusez-moi, le premier avocat noir au barreau de France. Donc, il était dans un climat où les noirs étaient dévalorisés. Il y avait la discrimination. Il était un noir. Donc, en cette période-là, imaginez-vous, on n'allait pas lui permettre d'avoir accès facilement à ce qu'il voulait. Mais il était déterminé, il a fait tout pour que la dépouille de son père puisse revenir au pays. Parce que c'était l'une des volontés du feu roi Béanzin. Il ne voulait pas rester à l'extérieur, il voulait que ça reste au moins, mais il voulait lui-même revenir dans son natal. Voilà, mais il n'a pas pu avoir la chance de revenir vivant. Donc, suite à cette décision du prince Wanilo, il a fait tout. La dépouille est revenue au pays. Mais il s'est fait que à Abomey, ils ont voulu qu'il reste au pays et qu'il assume plus ou moins les fonctions de son père défunt. Donc il devait lui aussi un roi à Abomey. Ce qu'il n'a pas vraiment voulu. Donc il a décidé de retourner chez lui, en France, on va dire, parce qu'il avait une femme française. Voilà. Il a décidé de retourner chez lui. Et bizarrement, sur le chemin de retour, il est décédé. Voilà. Donc, je vais dire que cette histoire que j'ai eu à entendre m'a beaucoup marqué. Et c'est dans cette optique plutôt, que j'ai commencé l'écriture. La nouvelle éponine, s'il y avait d'autres nouvelles, la nouvelle éponine Wanilo. Et j'ai aussi joint à cela d'autres recherches sur l'Égypte, parce que je suis plus ou moins panafricaniste. Je me suis à la fois intéressé au roi africain, au roi Béanzin, aussi aux pharaons en Égypte. Voilà. Et pour en rester sur Wanilo, est-ce qu'on ne pourrait pas voir dans ce personnage le symbole d'un métissage, un métissage d'ailleurs qui peut paraître étrange, parce qu'on voit le père qui a lutté contre les Français, contre l'envahissement, contre les envahisseurs étrangers,
Et le fils qui épouse quand même sa vraie sœur, est-ce que c'est pas un peu étrange, ça ne paraît pas étrange? Bon, je ne dirais pas étrange parce que selon moi, je juge quand même que l'égalité devrait régner. Dans le monde, nous sommes l'égalité devrait régner. Donc, on ne devrait pas faire une distinction entre noir et blanc. Bon, encore que, je ne dis pas, encore que Wanilo, disons qu'il a évolué en France. Voilà. Et voilà, on dit que c'est là on attache le bouton que le bouton brut. Voilà. C'est tellement qu'il n'a eu que ça. Bon, à sa place, vraiment d'amour, je ne pense pas. Parce que oui, c'est vrai, tout à fait. Voilà. Wanilo, il a suivi son père pendant sa déportation, Voilà. quand il était encore très jeune. Voilà. Donc, il n'avait pas cette possibilité-là, il n'avait pas eu la possibilité de se marier avant de partir. Et à l'époque, il faut également le dire, à l'époque de la maturité de Wanilo, il était en Algérie ou bien en France, milieu dans lequel il y avait très peu de noirs. Voilà. Donc, cela peut l'éloigner un peu. Tout à fait. Et quand même, je trouve quand même que avoir lutté donc contre l'envahisseur colonial n'est pas un prétexte pour perpétuer ou pour pérenniser le conflit. Il fallait à un moment donné essayer d'avoir un passage donc, pour éteindre des conflits, pour aller de l'avant. En même temps, Wanilo peut être vu comme un dépassement quand même des conflits et source d'apaisement. Bien, pour en venir maintenant à la nouvelle, au recueil de nouvelles lui-même, dans la toute première nouvelle, vous nous avez parlé des conflits qu'il y a entre belle-mère et bru. Et dans cette nouvelle, d'ailleurs, il y a cette bru-là qui fait tout possible, qui met tout en œuvre pour tuer sa belle-mère. Qu'est-ce qui cause d'abord les conflits entre bru et belle-mère? Bon, je dirais quand même que les conflits entre bru et belle-mère ont diverses sources. Parfois, ça peut être dû à la belle-mère. Et dans certains cas, ça peut être dû même à la bru. Comment expliquez-nous comment introduit à la belle-mère. Bon, bref, je vais donner une brève explication, mais je crois que vous êtes au moins informé aussi des réalités africaines. On est pas informé. Voilà. On n'est pas informé. Voilà, mais bon, ce que je pourrais dire quand même, c'est que très souvent, on remarque quand même en Afrique que parfois les belles-mères ne sont pas toujours d'accord avec, n'acceptent pas, dans certains cas, l'union de leur enfant avec une certaine femme, parce que pour elles, elles préféreraient que l'enfant choisisse, que l'enfant fasse sa volonté en vrai, que son garçon fasse sa volonté et épouse une femme qu'elle veut. Et ce qui... Ça, c'est l'Afrique traditionnelle, où il fallait trouver une femme à son enfant. Voilà, il fallait trouver une femme à son enfant. Mais même dans les réalités actuelles, parfois il y a certaines belles-mères qui, dans leur psychologie à elles, une fois qu'elles ont eu leurs enfants, elles ont le choix, elles ont la possibilité de décider tout ce qu'elles veulent sur la vie de l'enfant. Et ce sont ces genres de cas qui amènent parfois à ce qui s'est passé dans la nouvelle principalement. Parce que si on va se mettre un peu dans le contexte de l'histoire, vu que vous l'avez vu sûrement, vous aurez remarqué comment cela s'est passé dans cette partie de la nouvelle. Je crois que le répondre vraiment à ma question, ne répond vraiment à la question que vous me posez, mais je vais donner des bref quand même. Est-ce que ces conflits-là ne sont peut-être pas le fait de l'éloignement, de notre éloignement des valeurs traditionnelles? Est-ce que si on était resté, est-ce qu'avant la tradition, avant que chacun veuille faire le choix lui-même de façon personnelle, on assistait à ces conflits? Bon, je dirais qu'avant, peut-être non, parce qu'on avait peur. Parce que la plupart du temps, on ne pouvait pas parce qu'on était plus respectueux. On était plus respectueux, pas que de nous-mêmes, mais de la tradition aussi. Voilà, c'est surtout ça. De la tradition, c'est parce qu'on se disait c'est la tradition. On ne peut pas changer la tradition. C'est comme ça que ça se fait. Si on me propose, oui, voilà ta femme, je l'accepte. Et bizarrement, l'amour vient, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. L'amour vient peut-être après, et ça fonctionnait comme ça. Mais en essayant de réfléchir aux choses, en essayant de voir ce qui fait chaque homme, on se rend compte qu'il faudrait donner la liberté à chaque personne de faire ses choix. Parce qu'un homme qui ne fait pas ses choix, c'est un homme qui est voué à vivre les choix des autres, à vivre la réalité des autres sans jamais vivre sa propre réalité. Donc, en tenant compte de ce contexte, c'est l'idéal serait que chacun fasse son choix. Et de point de vue d'un, chacun fait son choix.
Mais les couples. Bon, je vais finir rapidement. Chacun doit faire son choix. Oui. Chacun doit faire son choix. Mais toutefois, ce n'est pas parce qu'il faut faire son choix qu'il ne faudrait pas tenir compte de l'avis des sages. Voilà. Parce que les parents ont déjà vu des choses. Et il faudrait plus ou moins tenir compte de leur avis. Mais il peut arriver que peut-être, on est en Afrique, on est au Bénin, parfois il y a des conflits religieux. Tu peux choisir une femme et les parents vont dire non, nous on est de telle religion, la femme ne veut pas être de cette religion-là et on va l'accepter. Dans ce genre de cas, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat, mais quand même, voilà, je pourrais dire qu'il faudrait tenir compte de l'avis des parents. Mais ce n'est pas pour cela que le choix des parents devrait embrigader le bon fonctionnement de la vie de l'enfant aussi. Oui, on a sur la première couverture, nous voyons un paysage désert. Voilà. On se croirait en Égypte. Hein. Oui, il y avait des pyramides, enfants, là. Il y a les chameaux et il y a surtout les soldats qui sont en position d'attaque. On dirait en pleine guerre. Nous avons le hibou qui plane dans le sens contraire, hein, dans un fond bleu ciel, une voiture, hein, si je peux le dire. Un pick-up de l'armée. Voilà, un pick-up de l'armée, certainement. Vous expliquez un peu ça, est-ce que c'est un lien direct avec la nouvelle ou quelle nouvelle principalement? Bon, je dirais quand même que la première découverture a un rapport avec certaines nouvelles du recueil, certaines nouvelles. Je pourrais illustrer deux nouvelles principalement. La nouvelle éponyme elle-même, Walilo, et une seconde nouvelle, les 4 combats du justicier. Donc, ce qu'on voit sur la couverture, bon, on voit un hibou. C'est pour dire que dans l'œuvre, on a eu à parler un peu de la sorcellerie, plus ou moins. La sorcellerie positive. Positive, bien sûr. De la sorcellerie positive. Il y a d'ailleurs un personnage que vous nommez Azéréman. Donc c'est lui qui figure sur la première. Voilà. Voilà. Et en venant vers la nouvelle éponyme, la nouvelle Walilo, il y a eu certains faits qui se sont déroulés en Égypte. Donc si vous voyez déjà le paysage, vous allez voir qu'il y a les pyramides, les chameaux. Donc il y a certains faits qui se sont déroulés en Égypte. Voilà. Et pour les soldats qui sont là, l'homme hibou dont on parle, qui représente la justice ici, est intervenu dans une période de guerre. Il y avait la guerre. On le remarque actuellement en Afrique. Les pays où il y a les conflits, voilà, le Nigeria par exemple, le Mali, le Burkina Faso, voilà. Donc c'est dans ce genre de contexte qu'on pourrait dire que ce hibou fait son apparition, bizarrement, pour accomplir sa mission à lui. Donc ce n'est pas que le hibou ici est comme une protection et vient contre-attaquer l'armée qui peut-être, vous avez parlé de l'univers africain, par exemple, si un jour l'Afrique venait à être attaquée, par exemple, pourquoi pas utiliser nos forces mystiques pour contrecarrer ces assaillants ou quoi. Ce n'est pas ça, hein? C'est ma lecture en fait. Ouais, on pourrait dire ça, c'est vraiment ça l'objectif, parce que la plupart du temps, quand on parle d'hibou, tout le monde a peur. Quand on parle des valeurs africaines, tout le monde a peur. Parce qu'on se dit, souvent, c'est du néfaste, c'est du mauvais. Donc, c'est un peu dans c'est pour quitter cette vision, plus ou moins, que ce personnage fait son apparition. Et je crois qu'à lui seul, il incarne tout ce qu'il faut pour comprendre réellement ce qu'il y a sur la couverture. Dans la nouvelle Les 4 combats du justicier, ce personnage-là de l'homme hibou apparaît souvent en période, durant des moments critiques, où peut-être nous avons une troupe qui est au fond et qui lutte contre des terroristes, mais qui vient quand même renforcer la troupe et qui finalement défait la troupe rivale, la troupe ennemie. Je voudrais savoir, est-ce que d'après vous pensez que pour résoudre aujourd'hui le problème conflictuel qu'il y a en Afrique, le problème du terrorisme, il faut nécessairement un retour aux sources, à la tradition? Je pense que oui.
Mais je soulignerai qu'un problème pour sa résolution n'a pas besoin d'une seule solution. Donc, je dirais que cette solution pourrait être une solution parmi tant d'autres. Il y a plusieurs solutions qui s'appliquent déjà actuellement qu'on essaie d'utiliser pour résoudre le problème. Mais en faisant un retour à la source, en essayant de nous ressourcer, en essayant de voir comment nous avions eu à faire, en essayant d'être un peu plus curieux sur nos réalités, on pourrait tirer des éléments qui vont permettre une résolution du problème plus facilement. En pensant par exemple aux techniques d'attaque occulte utilisées employées souvent par le roi. On parle des guerres anciennes maintenant. Nous avons connu les Armando, où dedans les soldats du roi Guéranzin se camouflaient, étaient dans les trous et les soldats français venaient et ils apparaissaient à l'improviste et massacraient les soldats français. Donc pourquoi pas beaucoup d'autres choses qu'on peut toujours utiliser pour venir à bout de cette calamité. Mais cette force-là, quand même, je crois que c'est comme un couteau à double tranchant. Et d'ailleurs, dans la toute dernière nouvelle, on voit un voleur, un brigand, qui dévalise un policier dans sa propre maison, donc qui dévalise un policier, mais qui utilise quand même des forces occultes pour rester au-dessus de la loi. Je voudrais savoir, est-ce qu'il faut quand même faire des concessions lorsque vous avez un ennemi devant vous comme ça? Parce que la fin de la nouvelle, c'est que le voleur prend des dessus sur tout le monde, et voilà. Et on aurait pu éviter ce conflit s'il avait accepté la proposition faite par le chef quartier qui consistait donc à aller voir le voleur Newman, je crois, aller voir, voilà, tout New, aller le voir donc, et à lui donner quelque chose en signe d'apaisement. Est-ce qu'il faut faire des concessions parfois avec le mal pour pouvoir vivre en paix? Je dirais quand même que plus ou moins oui, comme non. Plus ou moins oui, comme non. Ça dépend de la personne et ça dépend du choix de chacun. Dans notre contexte, c'est la loi du plus fort qui s'appliquait en fait. C'est le plus fort qui gagne. Et dans cette vie, c'est toujours ça. Ce sont les plus forts qui sont au-dessus et les faibles sont en dessous. Donc, si je suppose qu'on décide de ne pas suivre cette loi, de profiter de ses forces pour gagner, c'est tout à fait normal qu'on puisse le faire ainsi. Mais si on allait même dans le contexte où on allait agir plus calmement, je crois quand même que la bienveillance a toujours un effet positif. Et juste le fait, si je supposais que dans le contexte de l'histoire, il était allé voir le président, le fameux président, il lui avait fait un don. Et il fait tout pour devenir son ami. Avoir un voleur comme ami vous évite d'avoir d'autres voleurs. Donc s'il utilisait cette tactique-là, c'est sûr qu'il n'aurait pas eu ce problème. Mais qu'est-ce que lui a voulu faire? Il a voulu montrer qu'il était qu'il est un ancien policier d'abord, qu'il ne devait pas se plier. Il ne devait pas se plier. Il a voulu faire aussi le fort. Mais finalement, le plus fort a gagné. Donc je trouve que c'est comme le monde dans lequel on est actuellement. C'est la loi du plus fort qui gagne. La seule chose qu'il faut faire, si vous êtes plus fort, alors là vous êtes avantagé. Mais si vous êtes faible, essayez de vous faire ami avec les plus forts. Alors dans cette nouvelle, vous avez donné la force, toute la force s'est rangée du côté du voleur, du côté du mal. Alors que nous, dans notre logique, on voudrait que dans nos espoirs. On voudrait d'ailleurs fuir le mal et plutôt faire le bien et autres. Pourquoi le bien n'a pas pris le dessus dans votre nouvelle? Je dirais surtout que l'écriture suit le personnage. Donc, ce qui se fait lorsqu'on écrit, c'est qu'on évite parfois d'oublier ses propres choix et qu'on laisse le personnage nous guider. Donc, dans cette nouvelle, vous aurez sûrement remarqué que ce n'est pas moi qui parle, c'est le personnage qui parle. C'est lui qui donne son opinion. C'est l'auteur qui parle à travers le personnage. Vous avez créé le personnage et vous l'avez défait. Vous décidez de son sort. C'est nous qui décidons. Bon, c'est l'auteur qui décide peut-être du sort du personnage, mais cela ne fait pas forcément de l'auteur. Tout ce qui. Bon, on décide du sort du personnage, mais ce n'est pas forcément dire que tout ce qui arrive pour le personnage, c'est ce que nous-mêmes on veut. D'accord. C'est ce que je fais comprendre. Peut-être c'est un caprice d'auteur. Est-ce qu'on pourrait dire, comme on le dit souvent, que
qu'un auteur est un apprenti sorcier, c'est-à-dire quand il crée le personnage, il perd tout moyen de contrôle sur lui. On pourrait le dire ainsi. C'est une installation qui prend On pourrait le dire ainsi. On suit le personnage. Alors, Tout en essayant de le cadrer dans le contexte qu'on aurait voulu lui définir, plus ou moins. est-ce qu'on ne pourrait pas renforcer le bien? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit que le bien, c'est plutôt la loi, qu'il faut respecter la loi, qu'il ne faut pas voler l'autre, qu'il ne faut pas tuer l'autre, qu'il ne faut pas léser l'autre, et qu'on n'a pas les moyens, autant de moyens que le mal, de garantir ce respect de la loi, est-ce qu'il ne faudrait pas aller chercher peut-être le moyen que possède le mal pour renforcer sa force à nous, pour renforcer son pouvoir afin de préserver le bien? Si par exemple, dans le cas d'espèce, nous avons Tournéo qui a quand même des forces, qui dispose de forces occultes, est-ce qu'il n'aurait pas été sage quand même pour ces policiers-là d'aller également se ressourcer auprès des Bokonons, auprès de tous ceux-là qui sont en mesure de leur accorder cette force afin de pouvoir vaincre le mal? On pourrait dire. Mais avant de répondre à la question, je reviendrai rapidement sur un élément principal. Parce que cette nouvelle, précisément, je l'ai écrit après avoir été informé d'une histoire réelle qui s'est passée dans la période de la Révolution, selon mes sources, bien sûr, parce que tout n'est qu'une question de source. Donc j'avais entendu dire qu'il y avait eu réellement un voleur au Bénin ici, qui avait fonctionné comme ça, que les policiers n'arrivaient pas à attraper. Quand on venait chez lui, il se transformait en fourmi, il disparaissait de la maison. Ah oui, je crois que c'est Noubi ailleurs. Ah, c'est ça, c'est tout new que vous avez dit. Plus ou moins. Donc, c'est pour dire qu'en fait, en Afrique, on en est conscient. Parfois, le mal triomphe. Malheureusement. Ce qu'on n'aurait pas souhaité. Et l'écriture est également un miroir de la société, comme on a dit dans le Rouge et le Noir de Stendhal. Et nous allons aborder à présent une autre nouvelle. Donc, je crois qu'il s'agit de la nouvelle numéro 3, l'issue de la course, où nous avons un mauvais chauffeur, donc, qui, au volant de son téléphone, était concentré plutôt sur des contenus TikTok qui percutent un vieil homme. Mais par la suite, ces jeunes-là qui sont témoins de l'accident, au lieu de secourir le vieil homme qui est déjà à terre, préfèrent le filmer et le mettre sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le téléphone portable détruit notre humanité, surtout auprès des jeunes? Je dirais, parce que moi-même je suis un analyste programmeur. J'ai fait une formation en informatique. Ouais. Et le téléphone, c'est mon outil. Le téléphone, l'ordinateur, ce sont mes outils de travail. Je ne dirais pas directement que c'est néfaste. C'est comme un coup d'âge tranchant, niveau Damoclès. Mais quand même, ce qui se remarque aujourd'hui, et un fait marquant qui m'a vraiment touché aussi, c'était le cas de l'accident du bus qui a pris où ils se sont permis de filmer le bus qui était en train de brûler. Au lieu de penser peut-être d'une certaine manière, peut-être le contexte nous le a peut-être pas permis. On ne peut pas juger quelqu'un, on ne va pas les juger. Mais ce qui fait mal, c'est de voir des corps brûlés dans le bus qui sont filmés. C'est un fait qui touche vraiment. Et ce que je pourrais dire quand même, c'est qu'on fait bizarrement un mauvais usage de ces outils qui devraient servir au développement. Au développement. Parce que si on prend le téléphone, si un jeune en fait bien usage, il peut déjà créer des choses, se garantir son autonomie financière et tout. Mais bizarrement, on se plaît parfois dans l'amusement, dans le fait d'être influenceur, le fait d'être l'informateur premier de l'actualité. Il faut créer le buzz, voilà. Les cas d'Aïcha Tremblay, ce genre de trucs, voilà. Donc tout cela fait qu'on en est arrivé là. Nous, on ne peut que dire, par ce qu'on fait, on ne peut que dire que le mieux, c'est d'utiliser les outils là à bon escient. Et comment éduquer les jeunes, justement, à cela? Bon, c'est pourquoi je disais tout à l'heure le en dehors de cela, il y a l'autre volet. Il y a le volet qui voudrait qu'on aborde l'humanité chez les jeunes ou chez nous tous aujourd'hui. Vous voyez la scène, c'est pas que ce qui s'est passé dans sa journée, simplement, on le vit malheureusement aujourd'hui dans les actuels.
et où un accidenté a besoin d'aide, mais on prend le temps de quand même filmer les faits et on devient journaliste automatiquement et sous on veut l'effet du scoop et être la première personne à balancer qu'il y a eu telle ou telle chose qui s'est passée à tel endroit. Et donc, au lieu de porter les premiers soins, voilà, alors qu'il y a ce qu'on appelle la non-assistance à la personne en danger. Donc, vous voyez, donc, il y a ce fait également, l'humanité. On devrait quand même en parler aussi, pas que les TIC ou les nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais il y a également de l'humanité qui de plus en plus aujourd'hui déserte le forum. En effet, tout à fait. Bien, je voudrais, pour finir, qu'on parle également, qu'on revienne encore sur la nouvelle éponyme où vous nous racontez l'histoire du professeur archéologue Wanilo, qui, lors d'une fouille archéologique en Égypte, dans les pyramides égyptiennes, découvre une momie et qui lui donne un papyrus qu'il essaie de lire et de traduire aux autres. Mais son père apparaît, donc le roi bien apparaît, et qui lui dit de ne pas utiliser la langue française, voilà, pour traduire l'écrit qu'il a en face de lui, qu'il a dans ses mains, mais plutôt d'utiliser les langues nationales pour le faire. Quel est l'intérêt aujourd'hui des langues nationales dans notre développement? On dit souvent que la langue permet de tout exprimer. Donc, si je suppose, prenons d'abord le contexte de Bénin, quand on fait bien l'analyse, on se rend compte que, bien vraiment, on essaie d'être alphabétisé, on alphabétise tout le monde, mais il y a encore cette majeure partie de la population qui ne maîtrise pas correctement le français. Tout à fait. Et ce qu'on fait la plupart du temps, on se focalise sur les langues étrangères, sur l'anglais, le français, l'espagnol, on oublie ceux-là. Alors que, en essayant de tirer profit de ces éléments-là, il pourrait aussi participer au développement de notre nation. Donc c'est pour cela que je juge, bon, tout comme, si vous le connaissez, M. Faboni Biliougounon, il le défend bien sûr avec je suis de cette vision aussi, qu'on ne devrait pas laisser nos langues parce qu'elles participent plus ou moins au développement de la nation. Donc si on donne à nos langues leur lettre de noblesse, on pourrait peut-être créer un climat plus inclusif pour le développement de notre nation. Et aussi valoriser cette langue auprès des Occidentaux, parce que si des gens ont l'habitude dans la jeunesse actuelle, on a les mangas que tout le monde regarde. J'ai des amis qui regardent des mangas, ils deviennent des japonais automatiquement. Malheureusement, ce n'est pas leur langue. Ce n'est pas leur langue normalement, mais pourtant, sur ces contextes, ils aiment cette langue parce qu'ils trouvent un élément qui les intéresse dedans. Donc si je supposais qu'on essaie de valoriser vraiment une langue, même à l'extérieur, les gens auraient envie de parler. Si nous n'avons pas le français aujourd'hui, c'est parce que les Français ont amené leur langue de là-bas, nous l'ont imposé. Donc, si on veut vraiment changer les choses, si on veut vraiment montrer l'importance de nos langues, il faudrait aussi qu'on l'exporte. Il faudrait aussi qu'on en fasse mon usage. Et ce sera ma toute dernière question. Et en même temps, vous allez en profiter pour dire votre mot de la fin. Comment vous pensez promouvoir ces langues? Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour les promouvoir? Personnellement, je ne suis pas vraiment activiste actuellement dans la promotion des langues, plus ou moins, mais je suis beaucoup d'activistes dans la promotion des langues, notamment celui que j'ai indiqué tout à l'heure, M. Faboni Biliokonon. Et je partage leur vision et je juge que pas différents moyens pour promouvoir les langues. Comme il le fait déjà. Actuellement, il essaie de mettre en avant les langues béninoises sur Google, sur Internet, faire en sorte que les langues béninoises puissent être aussi disponibles, on puisse checker, retrouver des mots qui sont écrits en français et trouver leur équivalent en anglais. Bon, en flou plutôt, excusez-moi. Donc, je trouve déjà que c'est déjà un premier pas qui se fait actuellement, qu'on devrait encourager. Donc, par l'éthique. Par l'éthique, voilà, parce que l'éthique avantage beaucoup de choses aujourd'hui et sont un élément à ne pas laisser. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci de vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été des nôtres. Je crois que c'est la fin de l'entretien. Avant la fin, on va lui demander quand même de nous lire un petit passage, très rapidement, en 30 secondes, un petit passage de votre livre. La chorale reçut le top et commença son animation. Page 77. À la page 77. Oui. La chorale reçut le top et commença son animation. Les mains des fidèles s'ouvraient et se refermaient déjà.
Plusieurs instruments accompagnaient la musique, notamment la guitare solo, la guitare basse, la batterie et le piano. Chacun d'eux était joué par des instrumentistes qui savaient ce qu'ils avaient à faire pour agrémenter la musique. Les choristes chantaient. Les fidèles les plus argentés comme les moins argentés se levaient et allaient donner leur quête en esquissant quelques pas de danse, comme des vaudoucis qui entrent en transe. La musique entraînait certains au point où ils ne se contrôlaient plus et ne faisaient que danser. Même les plus timides ne purent s'empêcher de se mouvoir un peu pour glorifier le Seigneur. Assis, ils bougeaient sur leur siège en faisant un ensemble de déplacements sinusoïdaux pour témoigner de combien la musique leur faisait transcender leur être. L'ambiance dans l'église s'embrasa un peu plus quand la chorale entama un chant culte de l'église. Peuple de Dieu, hey! Peuple de Dieu, hey! Les choristes chantaient Peuple de Dieu et les fidèles criaient hey! En sautant. Finalement, dans cette euphorie, les plus timides se laissèrent aussi aller au jeu en sautant. Tous les fidèles étaient debout, dansant. Le père curé, Bernard, était aussi debout. Il n'osait pas danser comme ses fidèles. Il acclamait juste et chantait comme tout le monde. Il admirait le peuple de Dieu en joie. Il était convaincu qu'à l'issue de cette messe, la paix reviendrait à Guériani. Merci beaucoup, cher Rappelé. Maounon Pétchekou, vous êtes jeune auteur et votre première livraison littéraire, bon, il y a eu des livraisons collectif. Mais cette fois-ci, votre première livraison littéraire, c'est bien sûr Wanilo, qui a fait l'objet de notre entretien sur ce numéro de votre émission, mesdames, messieurs, Téléculture. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous remercie le chroniqueur littéraire Maison Ibrahim Adamou pour cette belle chronique. J'espère que à la maison vous avez également aimé et adoré. Si vous voulez de nous découvrir, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater de notre actualité. C'est déjà la fin. On va se quitter. Ciao, ciao.